Bonjour à tous et bienvenue dans le sommet Balance tes hormones. Donc je me présente, je suis Imane, sophrologue et naturopathe et je suis la créatrice du sommet Balance tes hormones. L'objectif de ce sommet est d'inviter 8 intervenants qui interviendront sur différents thèmes qui vous permettront d'apprendre à réguler vos hormones ou d'établir de nouvelles pratiques ou habitudes vous permettant de vous aider dans ce nouvel équilibre. Donc aujourd'hui j'interviens dans l'un de mes domaines de spécialisation qui est le syndrome des ovaires polykystiques, l'hirsutisme et l'insulinorésistance. Donc ces trois sujets sont vraiment liés les uns aux autres puisque le syndrome des ovaires polykystiques, que j'appellerai au cours de cette vidéo SOPK, est un syndrome métabolique qui peut avoir comme conséquence l'hirsutisme. Les personnes atteintes de ce trouble métabolique, le SOPK, sont en général atteintes d'insulinorésistance. On verra plus en détail quels sont les critères pour déterminer si oui ou non vous êtes SOPK. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est le syndrome des ovaires polykystiques. Donc le syndrome des ovaires polykystiques est donc un syndrome à mon sens, c'est-à-dire qu'il joue sur votre métabolisme. Pour déterminer si oui ou non vous êtes atteinte de ce syndrome, il suffit de satisfaire des trois conditions suivantes. Donc la commission de Rotterdam a fixé 3 éléments pour déterminer si une personne est atteinte ou non du syndrome des ovaires polykystiques. Pour être considéré SOPK, vous devez en satisfaire 2. La première, ce sont des cycles irréguliers ou des cycles anovulatoires. En général, quand un cycle est anovulatoire, il est irrégulier. Lorsqu'il n'y a pas d'ovulation, le corps jaune n'est pas sécrété, donc en fait vous n'avez pas vos règles, ce qui fait des cycles très très longs, ou tout simplement des cycles où le corps essaye à de multiples reprises d'ovuler sans succès. Donc ça c'est l'un des premiers points, avoir des cycles anovulatoires, des cycles irréguliers ou des cycles très longs. Qu'est-ce qu'on entend par cycle irrégulier? Un cycle normal dure entre 25 et 35 jours. Un cycle irrégulier est un cycle qui va durer, qui va par exemple varier de plus de 3 jours entre chaque cycle, c'est-à-dire que vous allez passer de 40 à 45, à 60, à 75, de 30 à 37, de 37 puis à 40, etc. Il va y avoir énormément de fluctuations au cours de vos cycles. C'est également un cycle long, est un cycle qui dure au-delà de 35 jours. Moi je dirais même au-delà de 37 voire 40 jours, car certaines personnes ont des cycles de 37 jours sans qu'il y ait réellement de problématique derrière cela. Deuxième élément, il faut avoir fait une échographie qui montre que vos ovaires sont de forme micro-polykystique. C'est-à-dire que lorsqu'on voit les ovaires, ils sont composés, au lieu d'être totalement lisses. Donc vos ovaires sont tout simplement vallonnés. Certains parlent d'ovaires de forme grappe de raisin pour pouvoir imager en fait la taille des ovaires. Donc troisième élément, souffrir d'androgénisme. Qu'est-ce que l'androgénisme? C'est le fait d'avoir des androgènes, donc tout ce qui est testostérone, tout ce qui est hormonal, androgènes, testostérone, DHEA qui sont élevés. Donc en fait vous avez le fait d'avoir cette testostérone et tous ces androgènes qui sont élevés ont des conséquences physiques sur vous. La première, vous vous retrouvez soit avec de l'acné, soit avec de l'hirsutisme, soit avec une alopécie androgénique. Donc on me demande souvent si le fait d'avoir des ovaires micro-polykystiques ou d'apparence dysmorphique veut dire que nous sommes atteints de ce syndrome. Comme je vous l'ai dit, non. Si vous avez simplement des ovaires micro-polykystiques, c'est un tout autre problème que nous n'aborderons pas dans cette vidéo. Mais voilà, si vous avez que ça, c'est-à-dire que vos cycles sont réguliers, qu'il y a ovulation, justifiée par des tests d'ovulation, par la température, par la symptothermie ou par échographie pelvienne, vous n'avez pas déjà ce premier critère. Et si vous n'avez pas de testostérone élevé, ni de DHEA, ni d'androgène élevé, eh bien vous avez simplement que des ovaires de forme micro-polykystique. Donc voilà, c'est un autre problème, ce n'est pas du SOPK. Alors, quelle est la particularité des SOPK? Ce syndrome prend de multiples formes, c'est-à-dire qu'en fonction de chaque personne, le syndrome va prendre une forme différente en fonction des hormones qui posent problème. Donc sur mon Instagram, j'en parle très régulièrement. Mais ici, on va en parler un tout petit peu plus en détail. Si vous voulez plus d'informations sur le syndrome, n'hésitez surtout pas à vous préinscrire à mon académie. Donc j'ouvre une académie d'ici le mois de juillet, grand max septembre, où c'est une académie avec des cours, avec des rendez-vous de coaching et un accompagnement avec moi qui dure 3
3 mois. Donc si vous voulez vous préinscrire et qu'on travaille ensemble, n'hésitez surtout pas. Donc le lien est juste en bas. Donc ici on va parler des particularités du SOPK. Donc le SOPK prend différentes formes en fonction de la personne. Le syndrome des ovaires polykystiques peut avoir plusieurs bases et plusieurs formes. Tout d'abord, il peut être fondé, donc comme je vous ai dit déjà, il faut répondre à 2 des critères qu'on a vus précédemment, mais surtout, vous pouvez avoir différentes formes de SOPK. C'est-à-dire que beaucoup vont me dire « Ah non, mais moi je ne suis pas SOPK, ma testostérone est normale. » Ok, je suis d'accord, mais sauf que comme je vous ai dit, il y a les 2 autres conditions. Donc si vous avez les ovaires micropolykystiques et que vous avez des cycles anovulatoires ou irréguliers, vous êtes SOPK. Donc dans ces cas-là, on va regarder d'autres hormones qui posent problème. Sur Instagram, nous avions vu que les hormones étaient classées sous forme de pyramide. Donc vous aviez en haut l'insuline et la cortisol et les autres hormones sont juste en dessous. En deuxième, nous avons la DHEA, puis en dessous, je vous l'insérer peut-être là, en dessous vous avez tout ce qui est hormones sexuelles. Donc le roi et la reine, comme je les appelle, sont l'insuline et la cortisol. Donc vous pouvez avoir, si par exemple votre testostérone est tout à fait normale, allez voir du côté de votre cortisol. La cortisol, c'est l'hormone de la survie, c'est-à-dire c'est également l'hormone du stress. Dans le cadre d'une attaque, on va dire, lorsqu'on est dans une situation de fight or run, ça veut dire que soit vous vous battez, soit vous devez fuir, la cortisol s'élève pour vous aider à combattre ou à vous sauver les miches, tout simplement. Et certaines personnes ont développé en fait des niveaux de stress tellement importants que la cortisol en fait bloque tout le reste. L'insuline est une hormone qui est sécrétée lorsque vous mangez du sucre. Lorsque votre corps détecte du glucose dans le sang, le pancréas va envoyer un message qui est faut augmenter l'insuline afin que les cellules prennent l'énergie et que le glucose, qui est quelque chose de toxique, ne reste tout simplement pas dans les circuits. L'insulinorésistance, c'est lorsque l'insuline pose problème, parce que avoir de l'insuline à des taux normaux ne pose aucun problème. Sans ça, c'est un fonctionnement normal de l'organisme, c'est une réaction normale. Par contre, ça pose problème lorsque l'insuline devient ingérable. On parle donc d'insulinorésistance, mais ça on verra ça un peu plus tard dans cette vidéo. Donc là on a 2 éléments qui peuvent expliquer le SOPK. Tout d'abord la cortisol, mais également l'insuline. Troisièmement, les taux de testostérone. Alors, pourquoi est-ce que avoir une testostérone? Déjà, pourquoi les SOPK ont de la testostérone et pourquoi est-ce que on a autant de testostérone et pourquoi ça bloque donc nos cycles. Donc, les SOPK ont beaucoup de testostérone. C'est un processus qui fonctionne chez nous, puisque je suis également SOPK, qui s'appelle l'aromatase, qui fonctionne mal. Donc, en général, au contact du sucre, c'est pas tout le temps le cas, mais souvent, au contact du sucre et au vu de l'élévation importante de l'insuline, vos ovaires vont sécréter plus de testostérone. C'est pour ça que dans certains pays, le SOPK est appelé le diabète des ovaires. En réponse à toute cette insuline, vos ovaires vont sécréter plus de testostérone. Il est normal pour les ovaires de sécréter la testostérone, c'est tout à fait normal. Sauf que chez une personne lambda, la testostérone, via un système qui s'appelle l'aromatase, deviendra des œstrogènes. Grâce à une augmentation des œstrogènes à une certaine partie du cycle, vous avez une augmentation de la LH qui entraîne l'ovulation. Chez nous, au contraire, les SOPK, donc la testostérone augmente, ce qui va avoir logiquement pour conséquence une augmentation des œstrogènes. Sauf que chez les SOPK, ce n'est pas le cas. Ce système d'aromatase où il y a une conversion entre testostérone et œstrogène, je vous fais la version la plus simplifiée du monde. C'est pas aussi simple que ça, mais je préfère vous l'expliquer de façon simple. Donc cette aromatase ne fonctionne pas. C'est pourquoi on se retrouve avec énormément de testostérone. Sauf que deuxième point, du fait que votre pancréas est occupé à sécréter de l'insuline, votre pancréas ne sécrète pas une autre hormone qui est la SHBG. Alors, qu'est-ce que la SHBG? La SHBG, c'est la Sex Hormone Binding Globulin, qui est une hormone permettant de faire transporter la testostérone. C'est un peu le taxi de la testostérone. Ça lui permet d'aller à un point A à un point B sans se perdre sur la route. Le problème, c'est que quand le pancréas est trop occupé à gérer tout ce qui est insuline, il ne sécrète plus de la SHBG. Donc en fait, vous vous retrouvez avec des taux de testostérone très élevés, puisque vos ovaires en produisent, il n'y a pas d'aromatase qui les transforme en œstrogènes, et en plus de ça, donc
il y a cette petite transformation qui ne marche pas. Et en plus de ça, cette testostérone est complètement en free, c'est-à-dire qu'elle n'est pas gérée par la SHBG, une autre hormone qui est censée lui tenir la main. Donc du fait que cette testostérone est un peu faux-folle, elle va aller dans beaucoup de follicules ou dans beaucoup d'endroits où elle n'a pas besoin d'être. Et c'est là qu'apparaît l'acné et l'hirsutisme. Je rappelle ici que c'est une version extrêmement simplifiée des hormones. Tout ce qui concerne les zones endocrines sont beaucoup plus complexes que ça. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus vulgarisé dans le but que tout le monde puisse comprendre. Donc voilà, donc c'est ce qui explique le problème lié de l'acné, enfin c'est ce qui explique tout simplement l'acné, l'hirsutisme, etc. liés au SOPK. J'espère que j'ai été claire. On va maintenant traiter l'insulinorésistance puisque c'est le thème 2 de cette vidéo. Donc qu'est-ce que l'insulinorésistance? Déjà on va parler d'une personne lambda et ensuite on va parler d'une SOPK résistante à l'insuline. Il faut savoir que toutes les SOPK ne sont pas résistantes à l'insuline. 70% des SOPK en surpoids sont atteints d'insulinorésistance. Seuls 30% des SOPK avec un poids normal sont atteints d'insulinorésistance. Voilà, donc ce n'est pas parce que vous n'êtes pas obèse que vous n'êtes pas résistante à l'insuline. Et ce n'est pas parce que vous êtes obèse que vous êtes résistante à l'insuline. Il faut également prendre en considération que si vous avez des antécédents familiaux de diabète dans votre famille, il peut y avoir un souci avec le sucre également. Pour savoir si on est insulino-résistant ou non, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez tout simplement consulter votre médecin. Il vous fait donc la glycémie à jeun, premier élément, le test de Cookie et le test de HOMA. Ce sont 3 prises de sang que vous pouvez faire en même temps. Donc ce sont 3 tests que vous pouvez faire en même temps pour voir si vous êtes insulino-résistant. On verra après quels sont les symptômes de cette résistance à l'insuline. Donc, la résistance à l'insuline, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un de lambda qui n'a aucun problème de résistance à l'insuline. Il va manger un carré de chocolat. Le corps, en réponse à ce carré de chocolat, le glucose étant une source d'énergie pour les cellules, le pancréas va sécréter de l'insuline. À quoi sert cette insuline? Elle sert tout simplement à ouvrir les cellules pour que le glucose puisse entrer à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la clé des cellules. Le problème chez les personnes résistantes à l'insuline, c'est que on va manger du chocolat, le glucose sanguin va augmenter, le pancréas va sécréter de l'insuline, sauf que les cellules vont être récalcitrantes à l'accepter. C'est-à-dire que chez une personne normale, à 3 heures après un repas, la glycémie est revenue à la normale. Chez une personne résistante à l'insuline, cela peut prendre de 5 à 6 heures. Donc, du fait que les cellules vont rester déprivées d'énergie, vu que le glucose n'est toujours pas rentré à l'intérieur, le corps, elles vont envoyer un signal au pancréas et lui dire « lance encore la production d'insuline, nous en avons besoin car nous sommes toujours sans énergie ». Donc le pancréas, en réponse, va sécréter encore plus d'insuline. C'est ce qu'on appelle l'hyperinsulinie. Donc vous allez sécréter encore plus d'insuline en réponse à ces cellules qui demandent plus d'énergie. L'insuline va essayer de débloquer les cellules jusqu'au moment où elle va réussir. Sauf qu'entre-temps, l'insuline est une hormone de stockage qu'on ne peut pas laisser en trop grande circulation dans le corps. Le corps va les stocker et ça va créer donc des cellules adipeuses. Donc vous avez tendance à prendre plus de poids. Voilà, c'est ça en clair la résistance à l'insuline. La question est en quoi est-ce que ça gêne une SOPK? Parce que souvent on me dit en quoi la résistance à l'insuline crée des problèmes chez les SOPK. Donc tout d'abord, la résistance à l'insuline, comme je l'ai dit plus tôt, va augmenter votre taux de testostérone. Premièrement. 2, elle va augmenter votre fatigue. 3, l'insuline impacte également la qualité ovocitaire. Donc c'est pas négligeable, surtout pour une SOPK. Et elle va vous faire prendre du poids, elle va augmenter votre hirsutisme, augmenter votre acné et augmenter votre fatigue. Donc, pourquoi est-ce que vous allez être fatigué? C'est très simple, au moment où en fait, du fait qu'on a une hyperinsulinie, ça veut dire que chez quelqu'un, son insuline fait ça, chez nous, et le glucose fait ça, chez nous ça fait ça. Donc quand on arrive à ce creux-là, on est complètement fatigué et notre corps nous redemande du sucre justement, parce qu'il est épuisé et donc besoin encore d'énergie. Donc ça fait ça et ça fait ça. Donc à chaque fois qu'en fait ça monte, vous avez un pic d'insuline et donc une sécrétion de testostérone plus importante. On me demande souvent quels sont les symptômes de l'insulinorésistance. L'insulinorésistance peut prendre différentes formes. Et pour moi, le plus simple pour déterminer si oui ou non vous êtes résistante à l'insuline, c'est de faire une prise de sang. Ou tout simplement, vous pouvez faire un petit test, si vous avez une machine pour le glucose, faire analyser votre glucose au cours de la journée ou bien sur plusieurs jours.
Donc la résistance à l'insuline a différents symptômes. La première, c'est une prise de poids importante, mais pas pour tout le monde. Deuxièmement, fatigue très importante. Troisièmement, avoir l'impression d'avoir tout le temps faim. Quatrièmement, ne jamais arriver à satiété. Avoir très soif, c'est aussi un des signes de résistance à l'insuline. On a également des taux élevés de cholestérol dans le sang quand on est atteint donc d'insulino-résistance. Alors la question est maintenant que vous savez ce que c'est que la résistance à l'insuline, comment est-ce qu'on le traite? Eh bien tout simplement en évitant les pics de glucose dans le sang. Et comment on fait pour ça? Eh bien on réduit fortement sa consommation de sucre. Il existe 3 types de macronutriments. Vous avez les glucides, les protéines et les lipides. Chacun ont une fonction différente. À mon sens, et là-dessus on est... vous verrez qu'au cours de ce sommet, on n'est pas tous d'accord sur ce point, mais à mon sens, les deux principaux sont les protéines et les lipides. Les lipides permettent un bon fonctionnement de vos hormones. Les protéines, au vu de leur acide aminé, sont capitales pour le fonctionnement de l'organisme et les glucides vous donnent de l'énergie. Il faut également savoir, et vous le verrez au sein de ce sommet, que l'énergie donnée par les glucides est importante, c'est la source favorite d'énergie dans le corps. Hormis le glucose créé par les glucides qui est une forme d'énergie, vous pouvez également retrouver de l'énergie dans les lipides. C'est ce qu'on appelle les corps cétoniques et c'est créé par le foie. Donc si vous mangez très peu de glucides, vous arrivez grâce aux cétones créés grâce aux lipides, vous arrivez à retrouver de l'énergie sous une autre forme qui est le corps cétonique. Voilà. Donc pour garder son insuline la plus basse, ce qu'il faut, c'est je ne vais pas vous dire tout de suite passer en régime cétogène, pas du tout. Il y a différents types d'alimentation. Vous avez la plus efficace, qu'on se le dise, la plus efficace, le régime cétogène. Donc, on a dans un premier temps le régime cétogène. Donc, le régime cétogène n'est pas adapté à tout le monde. Cependant, c'est l'un des plus efficaces pour réguler ses hormones lorsqu'on souffre d'insulino-résistance. Vous avez, du fait qu'il n'y a aucune consommation de glucides, aucune consommation de glucose, les pics d'insuline sont très faibles. C'est personnellement le régime alimentaire que j'ai choisi. Ça reste un régime alimentaire très restrictif pour certaines personnes. Certaines personnes adorent ça, comme moi par exemple, mais on en parlera plus en détail dans le cadre du sommet. Sur un autre live. Donc on a le régime cétogène, on a le régime à indice glycémique bas. Qu'est-ce que le régime à indice glycémique bas? C'est tout simplement consommer des aliments qui n'ont pas un fort impact sur votre insuline. Donc c'est un type d'alimentation qui est assez répandu. Moi personnellement, si vous cherchez de recettes, je peux que vous conseiller le site internet Megalofood. Il y a énormément de recettes à l'intérieur. Donc ce sont des aliments qui sont classés en 3 catégories. Donc on a indice glycémique faible, indice glycémique modéré et indice glycémique élevé. À mon sens, il faut bannir tout ce qui est indice glycémique élevé et rester sur tout ce qui est indice glycémique faible à 70% et indice glycémique modéré pour le reste. Ces types d'aliments vous permettront de justement réguler votre résistance à l'insuline, premièrement. Le dernier le low carb est plus utilisé dans le cadre d'un régime. En fait, en mangeant low carb, c'est à mon sens l'un des régimes qui a le moins d'effet, si on doit, voilà. En termes de gravité, si vous êtes vraiment résistante à l'insuline de façon très importante, je passerai sur un régime cétogène, c'est mon avis. Ensuite, on a le régime à indice glycémique bas qui est beaucoup moins restrictif, donc ça peut être un bon début. Et pour finir, on a le régime low carb qui a, si vous avez un des déséquilibres hormonaux léger, ça peut être une très bonne alternative. Donc le régime low carb, c'est un régime dans lequel c'est réduit en glucides. Moi, à mon sens, je préfère le régime low carb high fat, c'est-à-dire que vous réduisez votre consommation de glucides, mais vous augmentez votre consommation de gras. Ce régime-là est plus adapté aux hormones. Donc vous allez consommer peu de glucides, vous allez être à peu près à 130 grammes de glucides par jour et vous allez consommer une quantité assez importante de gras. Voilà pour les régimes alimentaires, pour tout ce qui est résistance à l'insuline. Autre élément qui peut vous permettre de réduire votre résistance à l'insuline, le jeûne. Le jeûne intermittent peut être une solution. Je le déconseille très fortement. Si vous souffrez de troubles alimentaires tels que les TCA, je vous conseille
définitivement de faire attention à ce genre de pratique car ça peut vite entraîner des dérives. Donc le jeûne intermittent permet à la fois de nettoyer le corps, peut nettoyer en fonction du temps que vous accordez à votre organisme, peut régénérer votre microbiote ainsi que les cellules. Il y a ce qu'on appelle un processus d'antéphagie où les cellules nettoient les anciennes cellules qui fonctionnent mal. Il y a également une gestion de l'insuline qui est presque parfaite puisque vu que vous ne mangez pas, votre insuline ne monte pas. Vous arrivez, à mon sens, puisque je le pratique, à gérer beaucoup mieux votre faim et les sensations de faim. Le seul élément que je trouve très important pour une femme, c'est de faire attention à son cycle hormonal. Ça veut dire que dans le cadre d'un cycle normal, je vous conseillerais de faire des jeûnes un peu plus longs en début de cycle. Moi, je ne vais pas au-delà de 24, à part si vous avez vraiment de gros problèmes de santé. Je n'irai pas au-delà de 24 dans les, on va dire, les 15... Allez, non, je vais dire dans les 10-12 premiers jours de votre cycle, vous pouvez à ce moment-là faire les jeûnes les plus longs, faire un 18-6 ou bien faire du 24 heures. Par contre, dès que vous vous rapprochez des règles, réduire au maximum puisque vers l'ovulation, on va faire du grand max 16 heures et on va rester sur cette voie jusqu'à l'arrivée des règles. Donc le fait qu'il n'y ait pas d'augmentation de l'insuline au cours des périodes de jeûne vont sensibiliser petit à petit vos cellules à l'insuline. Car il faut savoir que souvent la résistance à l'insuline peut être réversée grâce à l'alimentation. Donc on peut passer de quelqu'un qui est résistant à l'insuline à quelqu'un qui ne l'est plus. C'est mon cas. J'étais résistante à l'insuline grâce à l'alimentation cétogène et au jeûne intermittent. Je ne le suis plus. Cependant, il faut savoir que si vous ne changez pas votre alimentation avec une résistance à l'insuline, vous avez de très grandes chances de passer en diabète de type 2 un peu plus tard dans votre vie. On va parler maintenant d'un autre sujet qui est l'hirsutisme. Donc j'ai sélectionné tout simplement ces 3 paragraphes en fonction de ce que vous m'avez demandé, enfin ce que mes abonnés m'ont demandé sur mon compte Instagram. Donc l'hirsutisme, qu'est-ce que c'est? L'hirsutisme doit être distingué de la pilosité normale. Donc lorsqu'on souffre d'hirsutisme, c'est qu'on a de la pilosité dans des endroits où nous ne sommes pas censés en avoir. Donc où une femme n'est pas censée en avoir. C'est-à-dire le menton, le cou, les joues, les tétons, le dos, les fesses et le ventre. Ce sont les zones les plus marquées par l'hirsutisme. Donc l'hirsutisme est une maladie, enfin non, c'est pas une maladie, ça n'est pas considéré comme une maladie. L'hirsutisme est plus un désagrément, un gros désagrément qui peut créer beaucoup de problèmes également psychologique, vraiment très difficile à vivre pour la personne qui en est atteinte. Donc l'hirsutisme en général se traduit de deux façons dans les prises de sang. Premièrement, une testostérone importante. Beaucoup me disent, oui mais je comprends pas, je suis hirsute et pourtant j'ai une testostérone normale. Il peut y avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la testostérone est toujours couplée à une autre hormone qui est la SHBG. Donc même si votre testostérone est normale, il faut aller creuser du côté de votre SHBG pour voir si tout est bien de ce côté-là. Premièrement. Deuxième source d'hirsutisme, c'est les deux seuls qu'on va aborder ici dans cette vidéo, c'est la cortisol. Si vous avez d'autres problématiques, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous avec moi. Donc l'hirsutisme dans le cadre du stress, car on oublie souvent, on pense souvent que l'hirsutisme c'est lié à la testostérone. Dans la grande majorité des cas, c'est le cas, mais l'hirsutisme peut être également en lien avec la cortisol, l'hormone du stress. Donc ça peut entraîner également tous les autres symptômes du SOPK, les cycles irréguliers, etc. Donc il faut regarder ces deux côtés, il faut regarder ces deux points lorsque vous souffrez d'hirsutisme. Donc la méthode est simple. Comment se soigner l'hirsutisme? Parce que beaucoup me disent ok, on ne peut pas soigner. Donc certes, quand vous allez voir un endocrino, ils vont vous proposer des traitements assez lourds comme Androcur que j'ai pu faire ou d'autres pilules assez lourdes. Donc ce que je ne vous conseille pas de prendre, enfin vous faites ce que vous voulez mais c'est pas ce que je conseille le plus. Donc l'hirsutisme peut également j'ai oublié un autre élément, mais ça on n'en parlera pas. L'hirsutisme peut également avoir une cause génétique. Donc regardez du côté de ses parents, et en particulier sa maman, si elle souffre ou non de cette problématique. Donc, comment soigner naturellement l'hirsutisme? Donc ça c'est l'une des questions qui m'est le plus posée. Afin de déterminer, ici c'est clair qu'on n'abordera pas quelle plante prendre, puisque ça, les plantes dépendront de la problématique que vous avez. Pour que je vous établisse un protocole avec des plantes spécifiques, comme pour le SOPK, il faudra
prendre rendez-vous. Ici, je vous explique. Simplement, je vous donne des conseils, comment modifier justement cette problématique. Donc la première, c'est par les plantes. Par les plantes, vous pouvez consulter un ou une naturopathe spécialisée dans les hormones. Ne perdez pas du temps avec un naturopathe qui n'est pas spécialisé dans ce domaine, puisque l'hirsutisme est une problématique en général hormonale. Donc autant s'adresser à quelqu'un qui s'y connaît qui s'y connaît. Donc l'hirsutisme peut être traité par les plantes, c'est certaines plantes sélectionnées en fonction de votre problématique et de la source de votre hirsutisme. Une personne qui viendra me voir avec un problème de cortisol ne sera pas traitée de la même façon que quelqu'un qui a un problème de testostérone ou de SHBG. Donc chaque hormone nécessite un traitement différent. Deuxièmement, changer son alimentation. Comme on a vu tout à l'heure, la testostérone est sécrétée par les ovaires en réponse à l'augmentation du glucose et de cette réponse à l'insuline. Donc en baissant votre insuline, vous allez forcément baisser votre taux de testostérone. Donc le secret, il est très simple. Vous devez changer votre façon de vous alimenter en divisant par 2, premièrement, votre consommation de sucre. En réduisant votre consommation de sucre, vous allez réduire votre réponse à l'insuline, vous allez réduire la testostérone et vous allez enfin voir réduire l'hirsutisme. L'hirsutisme prend du temps. Mes clientes ont en général une attente de 3, 4 mois, voire 5 mois pour voir des résultats. Donc l'hirsutisme passe vraiment par l'alimentation. En général, les personnes qui souffrent d'hirsutisme sont également en surpoids et sont également résistantes à l'insuline. Mais ça, c'est un autre sujet que l'on peut traiter à un autre moment, parce que là je pense que la vidéo est déjà assez longue. Donc je pense que je vous ai aiguillé un peu sur tous les sujets. Si vous avez d'autres problématiques, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, qu'on puisse en discuter. Je réponds aux dernières questions. Donc la dernière question est celle qu'on me pose souvent: peut-on se soigner du syndrome des ovaires polykystiques? La réponse est non. C'est-à-dire que n'importe qui vous dira je peux vous soigner, ce n'est pas vrai. La personne va améliorer vos symptômes mais ne va pas vous soigner. Pourquoi? Parce que le syndrome des ovaires polykystiques est en nous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème d'aromatase. L'aromatase ne revient pas en arrière. Si votre testostérone ne sait pas se transformer en œstrogène, il ne va pas apprendre du jour au lendemain. Autant, grâce aux plantes, j'arrive à faire en sorte que tous vos hormones soient en symbiose et que tous les glandes endocrines communiquent entre elles, ça oui. Mais on ne pourra pas supprimer le syndrome des ovaires polykystiques. Grâce à mon travail, parce que je ne sais pas comment travaillent les autres naturopathes, mais les plantes me permettent de réduire tous les symptômes du SOPK. Mais si demain, par exemple, donc vous avez pris mes protocoles, pendant 3 mois, tout va bien, pendant 6 mois, tout va bien, pendant 1 an, tout va bien, c'est nickel. Sauf que d'ici 1 an, vous changez de boulot, vous commencez à vraiment stresser. Il y a une rupture, vous stressez. Un deuil, du stress. Vous changez votre alimentation, vous reprenez du poids. Votre environnement personnel et physique change. Votre SOPK va évoluer avec. Malheureusement ou heureusement, le SOPK est un type de signal. On peut le prendre comme on veut. Moi personnellement, j'ai appris à vivre avec et je trouve que en tant qu'SOPK, en fait, on a un signal que le corps va mal. C'est-à-dire que votre corps va vous envoyer des petits signaux pour vous dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que vous verrez que vos règles vont se réduire, vous verrez que vos cycles vont se rallonger, vous verrez que vous allez perdre un peu plus vos cheveux, vous allez voir que vous avez un peu plus d'acné. Tout ça, c'est des signaux que vous donne votre corps. Attention, fais attention, prends soin de moi parce que là je vais mal. Alors que beaucoup d'autres n'ont pas ces signaux, nous on les a. Donc après, on prend ça comme on veut. Certains vont me dire ouais je préfère ne pas les avoir, ce que je comprends tout à fait. Mais vous verrez qu'une fois que vos hormones sont régulées, vous vous sentirez tellement mieux. Il ne faut pas vivre contre son SOPK parce que c'est une bataille que vous allez avoir à vie et que vous aurez l'impression de ne jamais gagner. Mais il faut vivre avec son SOPK. Et voilà, donc mon intervention dans le sommet est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur mon Instagram. Donc sur le sommet, on se retrouve très prochainement avec les autres intervenants. Ciao!